Ceci est un badge pour un accès privé à une conférence dédiée aux futurs développeurs seniors. Et dans cette vidéo, vous y aurez accès sans payer l'inscription, sans vous déplacer dans un froid glacial et sans avoir à vous concentrer non-stop pendant 45 minutes. Récemment, j'ai participé à une conférence dédiée aux développeurs professionnels et d'ailleurs, je remercie mon employeur Avisto pour m'avoir réservé une place puisque ces accès partent généralement en 30 minutes. Le problème, c'est que même une fois que vous êtes rentré dans la conférence, eh bien, vous devez avoir identifié une conférence qui vous intéresse puisque toutes les heures, vous avez le choix entre 4 présentations possibles. Et la conférence qui m'intéressait le plus, eh bien, était dédiée aux signaux et à la réactivité dans les frameworks front-end en général. Et ça fait plusieurs mois depuis la sortie d'Angular 16 que l'API des signals me fait un petit peu bugger puisque je ne savais pas du tout pourquoi la Angular Teams avait poussé cette nouvelle manière de faire de la réactivité alors qu'on avait déjà une librairie assez conséquente qui s'appelle RxJS. Donc même si j'avais déjà joué un petit peu avec les signals, eh bien je me posais toujours plein de questions. Déjà, qu'est-ce que ça fout là? Quel est l'impact sur notre manière de coder une application Angular actuellement? Et grosso modo, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je passe sur les signals ou non? Ou est-ce que c'est juste du sucre syntaxique qui vient se balader par hasard dans une nouvelle version d'Angular? Et donc, je suis allé à cette conférence puisque j'avais besoin d'une réponse claire sur ces questions. En effet, Angular est mon expertise senior, donc si je ne suis pas capable de répondre pourquoi par rapport à des éléments de cette expertise, eh bien c'est très angoissant pour tout le monde. Et cette conférence a tenu ses promesses puisqu'il a répondu à la question la plus importante qu'un développeur Angular se pose sur les signals et qui est pourquoi la Angular Teams a choisi de les ajouter et comment vous devez vous adapter en tant que développeur professionnel sur ce framework. Pour ceux que ça intéresse, le speaker était Sylvain Dedieu, qui est une personne que j'avais déjà vue en conférence l'année dernière et qui est quelqu'un qui a l'air extrêmement compétent et passionné sur le front-end. Et vous retrouverez un lien en description vers son compte Twitter ou X maintenant, ainsi que vers la page de présentation de sa conférence. Et pour comprendre pourquoi les signals apparaissent aujourd'hui en 2024, eh bien, il faut commencer par répondre à mes questions favorites quand vous avez une nouvelle techno qui apparaît, c'est quel problème ça résout. Et le problème que vont résoudre les signals, eh bien, c'est une problématique qui est commune à la totalité des frameworks front-end, qui est comment gérer la réactivité. Fondamentalement, tous les frameworks front-end se ressemblent puisqu'ils essayent de résoudre ce même problème. Implémenter la réactivité pour votre interface. Et si vous voulez savoir ce qu'est la réactivité, eh bien c'est très simple. Si vous prenez un fichier Excel, il est normalement réactif puisque dans une cellule donnée, eh bien vous pouvez simplement la décrire comme un calcul d'autres données. Et quand ces données qui sont dans le calcul vont bouger, par exemple ici la cellule A0 ou A1, eh bien la nouvelle valeur de A3 va automatiquement se refléter dans votre fichier Excel. Cependant, si vous essayez d'implémenter le même comportement en JavaScript, eh bien ça ne va pas fonctionner. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, JavaScript n'est pas réactif par défaut, et si vous modifiez les valeurs initiales, eh bien ça n'aura aucun impact sur une nouvelle valeur de A2. Donc c'est très embêtant pour nous en tant que développeurs front-end, puisqu'on a des interfaces qui sont moins réactifs et qui se mettent moins à jour qu'un fichier Excel. Alors bien sûr, il est possible pour nous en tant que développeurs web d'implémenter le même comportement que dans Excel, et c'est d'ailleurs pour ça que nous utilisons des technologies qui nous facilitent la vie sur ce problème. React, Angular, Vue, Svelte ou encore Solid ou Quick par exemple. Et c'est d'ailleurs comme ça que Google arrive à faire tourner Google Sheet puisqu'il s'agit littéralement d'un fichier Excel dans une page web. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ce système de réactivité est implémenté dans nos frameworks front-end aujourd'hui parce que en comprenant le fonctionnement interne de la réactivité, ça va nous permettre de comprendre pourquoi les signals arrivent en 2023 dans Angular. Et donc l'auteur de la conférence commence par présenter eh bien, 3 implémentations de la réactivité dans les frameworks front-end qu'on utilise aujourd'hui. Et donc on va voir comment fonctionnent en interne ces 3 stratégies de réactivité. Premièrement, la réactivité value-based. Si vous deviez développer un nouveau framework front-end à la mode, eh bien c'est probablement cette stratégie de réactivité que vous choisiriez puisque c'est la plus simple. La première étape est de simplement stocker l'état actuel d'un composant ou d'une page à un endroit donné. Ensuite, votre framework eh bien, ne peut pas savoir si cet état a changé ou non, puisqu'il ne peut pas l'observer. D'accord? C'est un état qui est stocké à un endroit. Du coup, votre prochaine mission, eh bien, ça va être de venir détecter des changements potentiels sur des portions de l'interface qui ont changé et de les marquer comme dirty. C'est ce qu'on appelle le dirty checking. Une fois marqués, ces composants seront réexécutés pour refléter les changements dans le DOM. Et c'est comme ça que fonctionne actuellement Angular ou React par exemple. C'est-à-dire les 2 frameworks front-end les plus populaires. Eh bien, en y réfléchissant bien, ils ne sont pas très réactifs. Ils ne réagissent pas à un état qui change, ils viennent simplement à des moments donnés reparcourir tout le DOM et encore pour venir marquer en dirty ou non
les éléments qui ont changé. Donc comme vous pouvez le voir, la stratégie principale est extrêmement simple. Ça consiste à comparer le dernier état connu avec la nouvelle valeur disponible. Donc on ne réagit à rien du tout, on a deux états et on va venir les comparer le plus souvent possible via une cascade d'événements pour être sûr que l'interface est bien à jour en permanence pour l'utilisateur final. Et donc la question principale, c'est quand est-ce que est déclenché ce reparcours de tout le DOM pour marquer les composants en dirty ou non, puisque ça a un coût de performance qui est absolument délirant. Concrètement, si vous prenez un composant Angular aujourd'hui, eh bien s'il y en a 100 comme lui sur la page, eh bien vous allez les reparcourir en permanence dès qu'un événement ou une valeur a changé dans n'importe lequel d'entre eux. Et ça va marcher entre guillemets comme par magie, puisque derrière vous avez une librairie qui fait le sale boulot entre guillemets qui s'appelle Zone.js. Si vous êtes sur React, le reparcours total va être déclenché quand vous spécifiez la méthode setState, et ça va être la même chose sur Svelte. Et le présentateur de la conférence explique que cette stratégie de réactivité value-based eh bien, a deux avantages principaux. Premièrement, ça marche out of the box. Même si vous ne connaissez pas du tout comment fonctionne la réactivité dans Angular et que vous n'avez aucune connaissance là-dessus, eh bien vous pouvez commencer à jouer avec vos composants et l'interface utilisateur final sera bien à jour. Deuxième avantage, c'est que c'est extrêmement simple à comprendre, que ce soit pour les gens qui implémentent la réactivité en interne, et puis pour nous à expliquer, on vient de voir, c'est finalement assez simple. Sur le fonctionnement très macro, bien sûr. Par contre, tout ça a un coût énorme. Premièrement, les performances sont vraiment pas terribles, puisque comme on l'a vu, on fait une quantité de traitements non nécessaires pour mettre à jour notre interface qui est énorme. Dans beaucoup de ces frameworks, eh bien, il y a tout un sous-marché d'experts en optimisation et en performance. Des experts de performance sur Angular ou de React, puisque la plupart des gens implémentent la réactivité dans leurs applications front-end sans savoir comment ça fonctionne en interne, et les performances peuvent très rapidement être catastrophiques. Le deuxième problème, c'est que si vous voulez commencer à optimiser votre application, eh bien vous allez devoir faire des traitements supplémentaires, comme par exemple la stratégie de détection de changement onPush en Angular, ou le hooks useMemo en React. Ça va vous permettre de déclencher des traitements inutiles en moins, donc vous allez améliorer la performance, mais vous pouvez aussi, sans faire exprès, sortir du paradigme réactif, c'est-à-dire que votre interface se met plus à jour quand vous pensez pousser quelque chose, puisque vous utilisez mal le fonctionnement de la réactivité. C'est assez classique dans Angular, quelqu'un a lu un article sur l'optimisation d'un composant, il utilise la stratégie de détection de changement onPush, et il voit que son interface se met plus à jour quand il clique sur un bouton. Donc en voulant optimiser cette solution, vous pouvez sortir du paradigme de la réactivité que vous pensiez être en train d'optimiser. Mais comme on l'a vu, le plus gros problème de la réactivité value-based, eh bien ça va être ses performances qui sont vraiment pas terribles. On peut pas dire qu'on a vraiment une interface réactive. Et on va passer sur la deuxième stratégie de réactivité qui est celle basée sur les observables. Comme on l'a vu avec la stratégie basée sur les valeurs, le plus gros problème est qu'on maintient deux états, puisqu'on ne peut pas observer qu'un état a changé ou non. Et du coup, eh bien, il est très tentant de se dire mais pourquoi cet état ne pourrait pas simplement être un observable et on aurait juste à s'y abonner pour mettre à jour le DOM uniquement quand on en a besoin au pixel près. Eh bien bingo, c'est une très bonne intuition. Par contre, je vous rassure, vous n'allez pas devoir implémenter un système de réactivité pour les frameworks front-end puisque ça a déjà été testé et mis en place. Ici, on va chercher à construire un système de réactivité basé sur les observables pour construire une réactivité beaucoup plus fine et beaucoup plus performante que ce qu'on avait précédemment. Et sachez que vous pouvez mettre ça en place dès aujourd'hui, par exemple dans un composant Angular. Le composant que vous voyez affiché à l'écran, eh bien, est un composant qui va fonctionner avec une réactivité basée sur des observables. Ici, on va pas venir modifier des valeurs qui vont devoir être mises à jour, on va simplement observer quand est-ce que l'interface doit être mise à jour. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu un composant Angular implémenté de cette manière? Probablement que non. C'est extrêmement verbeux et complexe pour le traitement qu'on veut faire. En fait, la Developer Experience ici, la DX, c'est-à-dire l'expérience des développeurs qui vont travailler avec une codebase comme ça, va être extrêmement laborieuse. D'abord, chaque propriété devrait être déclarée dans un behavior subject qui, sans rentrer dans les détails, est également un observable. Donc pour chaque propriété, il faudrait gérer des subscribe et des unsubscribe. Et en plus, même si ça pourrait à peu près marcher pour des cas simples, dès que vous avez des traitements un peu compliqués, ça serait vraiment extrêmement laborieux à gérer si on devait rajouter des opérateurs RxJS par exemple là-dedans. Donc le principal avantage de cette méthode est que d'obtenir comme ça des valeurs au fil du temps et théoriquement tout le temps à jour, eh bien est assez fascinant. Et en plus, ça nous permet d'avoir une réactivité bien plus performante que ce qu'on avait avant. Le problème, c'est que cette solution, même si elle est déjà disponible dans la plupart des frameworks, présente tellement d'inconvénients que c'est quasiment une des pires stratégies de réactivité parmi les trois qu'on va voir. Premièrement, les observables sont
pas si génial que ça pour une interface utilisateur, puisque vous allez avoir une notion de valeur asynchrone, alors que dans votre interface, vous voulez juste afficher la donnée tout de suite et maintenant que l'utilisateur doit voir. Bref, vous voulez pas vous trimballer avec toutes les données que l'utilisateur a précédemment vues mais qui ne sont plus affichées, et toutes les données qui vont peut-être un jour arriver par la suite. Deuxièmement, les observables sont pas quelque chose de très intuitif. C'est une notion plutôt complexe. Si demain vous devez faire monter quelqu'un en compétence dans votre équipe, vous n'êtes pas en train de lui expliquer une boucle for. Et il existe même des cours entiers de plusieurs heures juste sur la partie observable. Troisième inconvénient, vous vous retrouvez à gérer des abonnements dans votre interface utilisateur, ce qui n'est vraiment pas top pour l'expérience de développement des gens qui vont travailler sur votre projet. Et quatrièmement, eh bien si vous oubliez justement de vous désabonner, vous pourriez finalement perdre en performance ce que vous aviez gagné sur la réactivité. Et donc même si cette deuxième stratégie de réactivité basée sur les observables est effectivement plus performante que la première, en fait, l'expérience de développement est tellement catastrophique que c'est pas actuellement ce qui a été retenu, par exemple, si vous développez sur Angular. Et ça nous permet de passer à la troisième stratégie de réactivité, qui est la réactivité basée sur les primitives réactives, par exemple un signal. Pour l'instant, on a une solution qui est plutôt performante, mais qui n'est pas exécutable dans la vraie vie et qui a une expérience de développement catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, les gens qui implémentent la réactivité dans les frameworks front-end se sont dit qu'ils n'étaient pas loin du but. En effet, un des principaux problèmes qu'ils avaient avec les observables dans l'interface, eh bien, c'est qu'ils étaient asynchrones. Et donc, ils se sont demandé s'il était possible de créer des observables sur mesure pour l'interface, c'est-à-dire des observables synchrones. Ça nous permettrait de nous débarrasser de la gestion des abonnements et des désabonnements, et puis de virer les 150 opérateurs RxJS pour passer sur une gestion beaucoup plus simple de la réactivité dans nos interfaces. Et c'est là que les signals entrent en jeu, puisque l'industrie a suffisamment maturé là-dessus pour arriver à sortir cette primitive réactive. Vous pouvez voir les signals comme les cousins synchrones des observables, mais leur but n'est pas du tout de remplacer les observables ou les traitements RxJS, c'est simplement de pouvoir avoir une réactivité synchrone dans nos interfaces utilisateurs. Du coup, je vous mets à l'écran un composant qui est cette fois construit sur la réactivité basée sur les signaux. Comme on peut le voir, on a toujours l'avantage de la réactivité basée sur les observables, mais on a la syntaxe très lourde en moins. Ce code est quasiment aussi simple que la première stratégie de réactivité basée sur les valeurs, mais elle est beaucoup plus performante, comme on va le voir tout de suite après. Alors actuellement, le fonctionnement réel qu'il y a derrière, c'est toujours une réactivité basée sur la valeur, même si vous utilisez les signaux. L'objectif de l'Angular Team, c'est que les gens commencent à s'habituer aux signaux, qu'ils commencent à travailler avec, pour pouvoir à terme remplacer totalement le système de réactivité interne par une réactivité basée sur les signaux. Donc pour le moment, bien sûr, ça ne fonctionne pas. L'option de paramétrer la réactivité sous-jacente de vos composants n'est pas encore disponible, mais vous devez le voir comme la Standalone Component API, c'est-à-dire que c'est une transition qu'effectue la Angular Team. À terme, tous nos composants dans Angular seront basés sur une réactivité basée sur les signaux. Et cette tendance de fond, de fonctionnement avec une primitive réactive, eh bien vous la retrouvez absolument partout, puisque c'est bien plus qu'une mode que Angular fait de son côté. En fait, Angular ne fait que s'aligner sur l'état de l'industrie, qui est que tous les frameworks front-end implémentent ou vont implémenter très prochainement un système de réactivité interne basé sur une primitive réactive. Et comme le dit l'auteur dans la conférence, cette primitive réactive, elle est d'une manière ou d'une autre fortement couplée à l'implémentation du framework. Donc dans Angular, on va avoir des signals, et par exemple dans Vue.js, on va avoir une autre primitive réactive basée sur des proxys. Et dans React ou Svelte, vous aurez d'autres primitives réactives également. Pour terminer, je vous ai mis un petit schéma que je trouve intéressant, où vous avez un petit peu l'évolution de la performance par rapport à la réactivité. Donc c'est un schéma un petit peu grossier, mais je trouve que ça permet d'avoir très vite une image mentale. Initialement, vous avez le value-based pas optimisé, où tout votre DOM est recalculé en permanence avec Zone.js dans Angular. Deuxièmement, vous pouvez venir optimiser cette réactivité pas très performante avec Change Detection on Push. Et une fois qu'on va pouvoir passer nos composants avec l'option Signals et passer sur la nouvelle réactivité, eh bien vous aurez le fonctionnement que vous pouvez voir à l'écran. Donc Angular 17 est un changement majeur pour l'évolution du framework. On va enfin sortir de Zone.js qu'on avait partout dans Angular pour adopter une réactivité fine qui est adaptée à la tendance de fond de notre industrie. Donc ce que vous devez faire vous de votre côté, eh bien c'est de passer aux signals le plus vite possible. Ça n'est pas du sucre syntaxique, ça n'est pas une alternative à RxJS,
c'est le fonctionnement interne du framework qui va être impacté pour mettre à jour vos interfaces de manière performante. Donc vous êtes prévenus, à l'avenir, tous vos composants vont passer sur une réactivité signal-based et donc vous devez vous y mettre le plus tôt possible pour rester dans la course. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous cherchez en ce moment à devenir développeur web professionnel, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser sur la chaîne de temps en temps quand vous en avez besoin pour vous former sur un sujet. Pas besoin de vous abonner. Deuxièmement, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un commentaire sous la vidéo. L'objectif, c'est pas de travailler pour l'algorithme, c'est qu'on pousse suffisamment la chaîne pour qu'on soit crédible demain pour interviewer un tech lead chez Google ou un architecte chez Netflix, par exemple. Ça permettrait à tout le monde de bénéficier de l'interview sur la chaîne YouTube directement. Troisièmement, vous retrouverez un lien sous la vidéo où j'essaye de partager un peu plus que ce que vous êtes dans la vidéo, que ce soit des extraits de code, des liens, des ressources supplémentaires, etc. Si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez un lien juste sous la vidéo en description où vous pouvez cliquer dessus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code senior d'ici là. Ciao!